Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information au sommaire. Ce 2 novembre marque la journée internationale de la fin de l'impunité de crimes contre les journalistes. Selon le rapport de l'UNESCO, plus de 1700 professionnels de médias ont été tués à travers le monde entre 2006 et 2024. Cette journée est en mémoire aux 2 journalistes français tués en 2013 au Mali. Et puis les autorités de la transition ont annoncé la suspension de la délivrance des agréments aux ONG et associations pour une période de 4 mois. Cette décision aura-t-elle un impact sur le développement local? Un acteur s'inquiète pour la participation des jeunes volontaires au développement national. Explication à suivre. C'est tout pour les titres. Encore bonsoir et bienvenue. L'humanité a célébré ce samedi la journée internationale de la fin de l'impunité de crimes commis contre les journalistes. Les chiffres des journalistes tués sont alarmants. Selon le rapport de l'UNESCO, entre 2006 et 2024, plus de 1700 professionnels de médias ont été tués à travers le monde. C'est une journée à mémoire aux 2 journalistes français tués en 2013 au Mali dans l'exercice de leur métier. Commentaire en Soubaïle Baldé. Selon le rapport de l'Observatoire des journalistes tués, plus de 1700 journalistes ont été tués dans le monde et près de 9 cas sur 10 de ces assassinats restent non résolus judiciairement entre 2006 et 2024. L'impunité mène à un plus grand nombre d'assassinats et représente souvent un symptôme d'aggravation des conflits et d'effondrement des systèmes de droit et de justice. Ce nombre élevé de l'impunité qui cause des dommages aux sociétés entières en dissimulant de graves violations des droits de l'homme, de la corruption et de la criminalité inquiète l'UNESCO. C'est pourquoi un appel est fait au gouvernement, à la société civile, aux médias et à tous ceux qui se soucient du respect de l'état de droit de se joindre aux efforts globaux pour mettre fin à l'impunité contre les journalistes. Les dernières données de l'UNESCO sur les meurtres des journalistes montrent que le taux mondial d'impunité pour les meurtres des journalistes reste scandaleusement élevé à 85%. Le 2 novembre, l'UNESCO renouvelle son appel à toutes les mesures nécessaires pour garantir que les crimes commis contre les journalistes fassent l'objet d'enquêtes appropriées et que leurs auteurs soient identifiés et condamnés. C'est en 2013 que les Nations Unies ont officiellement déclaré le 2 novembre comme journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Une date choisie en mémoire de l'assassinat de 2 journalistes français au Mali, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Dans l'actualité politique classée dans la catégorie des partis sous observation pour 3 mois par le MATD, l'ancien parti au pouvoir se vante de ses exploits dans l'arène politique ces 10 dernières années. Dans un communiqué, lui au cours de son assemblée générale hebdomadaire a tenu ce samedi, le RPG Arc-en-Ciel se dit étonné de leur classement. Toutefois, le parti dirigé par Alpha Condé promet de répondre aux 13 points insatisfaits mentionnés dans le rapport final de l'évaluation des partis politiques, n'est-ce pas Amara Bangoura? Le communiqué rédigé par la permanence des cadres du RPG Arc-en-Ciel est tombé 5 jours après la publication du rapport final de l'évaluation des partis politiques. Classé partis mis sous observation par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le parti d'Alpha Condé se dit surpris. Cela nous étonne à plus d'un titre, car tous ceux qui ont participé à cette évaluation ont aidé à l'implantation, à la consolidation et à la grandeur de ce grand parti. S'il y a de quoi se conforter, le parti mise sur ses prouesses politiques accomplies dans les 10 dernières années qui devrait, à en croire le Bureau national des cadres du parti, peser. Sur son certificat d'évaluation, 13 manquements restent à satisfaire par l'ancien parti au pouvoir pour espérer être validé parti en règle par le MATD. Le Bureau national des cadres du RPG Arc-en-Ciel promet. 13 questions nous ont été posées qui ont motivé cette mise en observation par les activités qui ont été menées en 2021, 2022 et 2023. Nous y répondrons dans les plus brefs délais.
Une réponse qui devrait émaner du bureau politique national qui, pour le moment, n'a pas réagi sur le certificat d'évaluation. Restons dans le même sillage. Aluseni Makanera Kake salue la vision du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation d'assainir le paysage politique guinéen. En tant que coordinateur de l'ONG EPT Solidaire, l'homme politique a ensuite déclaré sa déception vis-à-vis de ses pairs politiques. Il est au micro d'Onsoubaï Le Baldé. Quand j'ai écouté, dès qu'on a commencé l'évaluation des partis politiques, j'ai écouté beaucoup de réactions. Ma première déception est venue de mes frères des partis politiques. Je vous dis, je le dis ici et je le répète, je peux le dire plus haut qu'ailleurs, qu'aucun des partis politiques guinéens, à commencer par mon parti, ne respecte complètement la loi sur la charte des partis politiques. Aucun de nous. Mais nous encore moins, nous les partis qu'on traite, partis satellites, partis sac à dos. Nous respectons encore beaucoup plus que ceux qui pensent qu'ils sont en règle. Pourquoi? Je vous invite, après la conférence, de prendre la charte des partis politiques. C'est 37 articles. Ce n'est même pas beaucoup. Et la partie dont je vous demande de lire, c'est les droits et obligations des partis politiques. Peut-être ça vous fera 10 articles seulement. Et c'est dans les obligations qu'on peut contrôler et sanctionner. Parce qu'il n'y a pas de délit qui n'est pas prévu par la loi. Et puis, après plusieurs jours d'absence en Guinée, le président du mouvement démocratique libéral Modèle est désormais à Conakry. Aliouba a pris part ce samedi à l'Assemblée générale de son parti. Le leader politique y a consacré une bonne partie de son intervention sur le rapport final issu de l'évaluation des partis politiques. Le Modèle a fait partie du rang des formations politiques classées dans la colonne des partis mis sous observation. Compte rendu avec Mamadou Tanouba. Le mouvement démocratique libéral Modèle est sur la liste des partis politiques mis en observation par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation à l'issue du résultat final de l'évaluation des partis politiques. Le parti d'Aliouba a satisfait plus de la moitié des questions posées par le MATD. Les reproches qu'on nous fait, on ne peut pas dire fondamentalement que les reproches ne sont pas fondés, totalement fondés. Il y a des choses certainement qui méritent d'être revues. Par exemple, il y a des documents qui ont été fournis et que le ministère n'a pas retenus parce qu'ils estiment qu'il y a des défauts de forme, des défauts de signature là-dessus. Par exemple, ils ont reproché que le fait que le trésorier national ait porté sa signature de bonne foi, sans pour autant il ajouter le cachet de la trésorerie. Ça, c'est une omission. Ça peut être compréhensible. Le président du Modèle remet en cause le logiciel qui a servi à l'évaluation des partis politiques. Pour Aliouba, le nombre élevé de partis politiques ne constitue en rien un problème. L'essentiel est d'organiser des élections démocratiques. A priori, ça ne sert à rien d'avoir l'envie de dire on a 200, on a 400, si on a 10 000 partis politiques. Organisons des élections. Lorsque vous faites des élections transparentes, au fur et à mesure, les partis s'absorbent. Parce que lorsque vous allez à une ou deux compétitions, vous n'arrivez pas à avoir des élus, soit vous disparaissez, soit vous vous rangez aux côtés d'un parti politique qui a plus de potentiel que vous et qui a une idéologie qui se rapproche de la vôtre. Le mouvement démocratique libéral Modèle compte organiser dans les jours à venir une conférence pour expliquer sa conception des réformes engagées par les autorités de la transition. Je vous l'annonçais à l'entame, le 2 septembre dernier, les autorités de la transition ont annoncé la suspension de la délivrance des agréments aux ONG et associations pour une période de 4 mois, une situation qui met mal à l'aise les acteurs du domaine. Avec cette suspension, un acteur s'inquiète quant à la participation des jeunes volontaires au développement national. Ansoubaï Le Baldé.
Pour Ibrahima Aminata Diallo, la suspension de la délivrance des agréments aux ONG et associations constitue un frein au développement national. Le coordinateur de la coalition nationale des associations pour la paix et le développement argumente en disant que le développement local doit être encouragé. Je pense qu'au niveau de la base, il faut encourager le développement communautaire, le développement local, et à travers notamment le MATD, qui est le ministère de tutelle des organisations et de la société civile, des organisations communautaires. C'est à eux d'encourager. La contribution des organisations de la société civile au développement national pourrait bien favoriser le climat d'affaires à l'interne. Mais cela y va avec la collaboration des partenaires qui accompagnent les projets communautaires, soutient Ibrahima Aminata Diallo. Tout cela, ce sont des choses, des climats d'affaires des organisations qu'on est en train d'empêcher. Donc le développement, le sommet, oui, c'est vrai. On peut décider à travers un conseil des ministres, mais s'il y a une décentralisation respectée avec des initiatives locales où les organisations essaient de réfléchir avec les partenaires, on peut aussi faire des développements communautaires à la base. La suspension de la délivrance des agréments ferme la porte des opportunités aux jeunes qui aspirent à participer volontairement au développement du pays, déclare cet activiste de la société civile guinéenne. On ne peut pas signer un partenariat avec une organisation qui n'est pas formalisée, qui n'est pas reconnue par le ministère du tutelle. Donc c'est quand en refusant de donner les agréments, c'est une façon encore d'empêcher d'autres jeunes d'avoir des opportunités de formation et même d'avoir des projets. Donc c'est pourquoi moi je pense qu'il est nécessaire et voire même important à ce que les agréments puissent être donnés conformément à la loi. C'est le 2 septembre 2024 que les autorités de la transition ont annoncé la suspension de délivrer les agréments aux ONG et associations pour une période de 4 mois. Dans la rubrique Devoir de mémoire, nous nous intéressons ce soir à Ibrahima Barry, dit Barry 3, homme politique guinéen accusé de complot contre le régime révolutionnaire. Il sera condamné à mort et exécuté le 25 janvier 1971. Son récit avec Abdallah Kamara. Ibrahima Barry, connu sous Barry 3, était un éminent homme politique guinéen qui a joué un rôle de premier plan dans la lutte pour l'indépendance de la Guinée. Né en 1923 dans une famille aristocratique de Fouta, Barry 3 a reçu une éducation de qualité dès son plus jeune âge. Il a fréquenté l'école normale supérieure William Ponty où il développe des compétences intellectuelles. Après avoir obtenu son diplôme, il poursuit ses études en France pour devenir avocat, ce qui lui a permis d'acquérir une solide formation juridique. En 1954, Barry 3 fait ses premiers pas dans l'arène politique en se présentant aux élections législatives sous la bannière du Parti socialiste de Guinée, DSG, un parti d'opposition au Parti démocratique de Guinée de Sékou Touré. En 1956, Barry 3 refuse une offre du PDG de se présenter sur leur liste aux élections législatives, préférant rester fidèle à ses convictions socialistes. Il s'est alors présenté à la mairie de Conakry, mais a été battu par Sékou Touré. Après l'indépendance de la Guinée en 1958, Barry 3 rejoint le gouvernement de Sékou Touré en tant que ministre. Mais leurs relations vont rapidement se détériorer en raison de leurs divergences idéologiques. Barry 3 critiquait ouvertement les tendances autoritaires du régime de Touré. Il est aussitôt
limogé de ses fonctions gouvernementales en 1964. Pour son engagement et en raison de la similarité entre son programme politique et celui de Sékou Touré, Barry III a été surnommé Silioré, petit éléphant français. Ce surnom désignait à la fois les points communs et les différences entre les deux hommes, reflétant la complexité de leur relation. Ayant gravi les échelons de l'éducation et de la politique pour devenir l'un des principaux acteurs de la scène politique guinéenne, son engagement indéfectible pour la démocratie et le socialisme va lui coûter très cher. En décembre 1970, Barry III est arrêté par le régime de Sékou Touré. Accusé de complot contre le gouvernement, en l'absence de preuves tangibles, il va être condamné à mort et exécuté sommairement le 25 janvier 1971 à Conakry, aux côtés de 3 autres opposants politiques. Bien que Barry III n'ait jamais été jugé équitablement, il existe dans le cœur et dans l'esprit de nombreux Guinéens. Certains réclament encore aujourd'hui sa réhabilitation et la reconnaissance de son rôle dans la lutte pour l'indépendance de la Guinée. Dans l'actualité africaine, les 30 et 31 octobre 2014 marquent une date clé dans l'histoire du Burkina Faso. Après 27 ans de pouvoir, Blaise Compaoré est renversé par une insurrection populaire. Ce soulèvement est le fruit de plus de 2 décennies de frustration et d'oppression. Il témoigne d'un profond mécontentement face à un régime autoritaire accusé de corruption. Notre reporter Germaine Mansari revient sur le passé récent mais tumultueux du pays des hommes intègres. Suivez. Arrivé au pouvoir en 1987 à la suite d'un coup d'État sanglant contre son ancien camarade Thomas Sankara, le président Compaoré se forge un empire autocratique. À l'inverse de son prédécesseur, auteur de la célèbre devise « La patrie ou la mort », nous vaincrons, emprunté au patria o muerte du Ernesto Che Guevara, incarnait un espoir panafricaniste. Blaise Compaoré suscite de nombreuses critiques. Celle-ci vise sa gestion répressive et son alliance avec des forces étrangères impliquées dans les troubles régionaux. Ces 27 années de règne sont marquées par une succession de pratiques politiques controversées, créant un climat d'insatisfaction profonde au sein de la population burkinabé. Le 31 octobre 2014, de nombreuses manifestations ont lieu dans les rues de Ouagadougou, la capitale. Les Burkinabés protestaient alors contre le projet de modification de la Constitution qui aurait permis au président de se présenter une nouvelle fois après 27 ans au pouvoir. Réfugié par la suite en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré vit dans ce pays voisin avec sa famille. En juillet 2022, il a pu revenir au Burkina Faso dans le cadre d'un sommet consacré à l'unité nationale. Pourtant, quelques mois plus tôt, Blaise Compaoré avait été condamné à perpétuité. Il bénéficie cependant de la citoyenneté ivoirienne acquise en 2016. La révolte du 30 et 31 octobre 2014 reste gravée dans la mémoire collective du Burkina Faso. Elle incarne ainsi le courage d'un peuple uni, déterminé à mettre fin à des décennies de dictature. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Passez une bonne soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.